C'est donc ce webinaire sur l'expérience patient et comment en fait on peut prendre en compte le récit du patient pour améliorer la prise en charge. Donc moi je suis Fanny Genolini, je suis chargée de mission en éducation thérapeutique et expérience patient au CK et j'interviens aujourd'hui donc avec ma collègue que je laisse le soin de se présenter. Bonjour, donc je suis médecin au CK et de formation médecine interne réanimation médicale. J'exerce également aux urgences polyvalentes. J'ai donc une activité clinique et au CK depuis 1 an. Donc nous allons toutes les deux aujourd'hui animer ce webinaire. Alors effectivement, cette thématique nous intéresse puisque avec Marie, on travaille sur comment en fait mieux, on va dire, prendre en compte le récit du patient pour améliorer justement la qualité des soins et la prise en soins. Alors effectivement, l'expérience patient et la coopération en santé, hein, donc ce sont deux notions qui sont régulièrement employées dans la construction de projets en santé ou de projets de soins. Alors, elle vise l'engagement du patient à tout niveaux, en fait, hein, à plusieurs niveaux de la qualité et la sécurité des soins. Et aujourd'hui, eh bien, vous le savez tous, hein, elle s'impose à cette expérience patient comme, on va dire, l'ingrédient indispensable de la qualité et de l'amélioration de la qualité des soins, des services. Voilà, donc elle est importante dans la prise en soin. Alors, effectivement, quand on parle d'expérience patient, on évoque en fait les engagements participatifs des patients, on évoque les rôles qu'ils peuvent engager au sein des institutions et on évoque aussi leurs fonctions qu'ils peuvent prendre dans les systèmes de soins. Et cette notion, eh bien, elle est polysémique et elle amène justement les institutions à recueillir cette expérience de façon différente. L'expérience patient aussi par rapport aux institutions, eh bien, il y a plusieurs façons de l'utiliser, il y a plusieurs façons de la reconnaître et il y a plusieurs façons donc de la valoriser. Alors effectivement, hein, on peut valoriser le recueil de l'expérience patient à travers différentes méthodes, des méthodes plutôt type questionnaire de satisfaction de qualité de vie. Hein, vous les connaissez, tout ce qui est PROMS, PRUMS, ISATIS, etc. Des méthodes de recueil davantage de terrain, là, qui sont plutôt sur le recueil de l'observation de terrain. Comment va vivre le patient, son parcours avec le suivi de quelqu'un, tout ça. C'est des méthodes, en fait, qui sont davantage sur le shadowing et des méthodes qui sont vraiment, en haut, on va dire, de la participation de la personne qui consiste à co-construire, avec les patients, eh bien, des dispositifs d'amélioration des pratiques. Donc là, on fait référence davantage au design thinking, par exemple. Celles que voilà, vous connaissez bien, effectivement, ce sont des approches PROMS, des approches qui sont davantage centrées sur la qualité et la sécurité des soins, hein, avec on va mesurer des résultats sur la qualité de vie et on va aussi s'intéresser à la manière dont le patient eh bien, vit son expérience des soins à travers les PROMS, à travers ISATIS. Voilà, donc des questionnaires de satisfaction que vous connaissez bien. L'expérience patient aussi, elle s'exprime et on la retrouve hein, dans la certification. Je vais laisser Marie le soin de présenter ça. Oui, donc depuis la nouvelle version de la certification des établissements de santé et l'accréditation des médecins ou des équipes de soins, l'expérience patient est un critère hein, d'un troisième volet qui a été développé au cours des différentes certifications et au cours de l'évolution de la qualité et de la gestion des risques en milieu de soins. Puisqu'il a été reconnu, et ce à travers le monde, hein, dans de nombreuses études, notamment anglo-saxonnes, en particulier au Québec, que l'expérience que rapportait le patient de sa pathologie, de sa prise en charge, son traitement, son suivi, l'expérience de sa vie au quotidien avec la maladie et de sa vie et de ses visites dans les milieux de soins avait un impact en termes de gestion des risques et de qualité des soins. Et si
On a mesuré en France essentiellement cette expérience à travers des questionnaires, notamment qu'a cité ma collègue pour les PREMS et qui sont en permanence collectés dans le questionnaire ISATIS à 48 heures de la sortie d'établissement d'une hospitalisation. Ces expériences qui sont mesurées, ça donne un reflet de l'expérience du patient, de sa satisfaction et de ce qu'on peut améliorer dans le cadre de la prise en charge, mais l'expression de l'expérience du patient, elle est aussi recueillie au quotidien par l'ensemble des personnels de soins et des personnels qui ne sont pas des soignants dans le cadre de la prise en charge globale au cours du parcours de soins. Donc ça va être que ce soit de l'accueil à l'hôpital, sur le plan administratif, sur le plan de la secrétaire, hein, qu'elle soit médicale ou non médicale, que ce soit un accueil téléphonique, et puis dans le service, hein, par ensuite l'agent, alors en fonction des établissements et de l'organisation, l'agent d'accueil qui installera le patient dans sa chambre ou dans son box de soins, les agents hospitaliers d'hygiène ou qui distribuent les repas par exemple, les brancardiers, les ambulanciers, mais aussi les pompiers. Et puis, bien sûr, hein, tout le personnel soignant qui prend en charge les patients, les aides-soignantes, les puéricultrices, les infirmières, toutes les infirmières un peu spécialisées comme les IAD, les infirmières de bloc, mais aussi, bien sûr, tous les médecins, les chirurgiens qui prennent en charge les patients. L'ensemble de ces équipes recueillent une expérience patient à un moment donné de la prise en charge. Et cette expérience patient, elle n'est pas toujours comprise comme une expérience. Or, chaque fois que le patient va exprimer quelque chose, presque chaque fois qu'il exprime quelque chose, et ben c'est son expérience de patient qui le délivre aux soignants ou aux non-soignants et qui pourra, au cours du temps, construire une expérience, l'ensemble de son expérience de la maladie et de sa relation avec les patients, de sa relation avec l'établissement ou avec son parcours de soins, et qui pourra être enregistré et qui l'est déjà dans beaucoup de dossiers médicaux, puisqu'on a maintenant des logiciels qui nous demandent de faire des transmissions ciblées, des observations médicales structurées avec un certain nombre de documents à remplir, soit des cases à cocher, soit des documents que l'on remplit à la main et qui nous permettent d'ajouter, de commenter certains éléments qu'ont rapporté le patient, par exemple un niveau de douleur, un niveau de bien-être ou de sommeil ou d'appétit ou de certains symptômes, mais aussi de la vie sociale, hein, du retentissement de la maladie ou du traitement sur la vie sociale, sur la vie professionnelle, sur la vie de famille, etc. etc. Donc cette expérience patient, elle est évaluée par les experts visiteurs au cours de la participation, des visites de certification, des audits, et elle va pouvoir être recueillie par toutes les équipes et aussi par les représentants des usagers, hein, puisque la commission de représentants des usagers permet également de recueillir en complément l'expérience patient. Alors en général, hein, les personnes qui vont se rendre à la commission des usagers vont, pour un certain nombre d'entre eux, se plaindre des soins qui sont délivrés. Et donc l'objectif, c'est que ces plaintes puissent être ensuite transformées, hein, en actions d'amélioration pour permettre d'éviter de nouvelles mauvaises expériences du patient. Tout à fait. Donc tous les établissements utilisent déjà des questionnaires, que ce soit des questionnaires de satisfaction, des questionnaires ISATIS, des questionnaires spécifiques à la prise en charge de la douleur, à la prise en charge du handicap, à la prise en charge de la grossesse ou d'une réhabilitation post-opératoire immédiate, par exemple. Ce qui est important, c'est aussi effectivement de pouvoir utiliser ce qui est déjà recueilli, la force de travail et de recueil des soignants et des non-soignants qui accomplissent un travail extraordinaire de saisie au quotidien et qui utilisent beaucoup de leur temps sur ces questionnaires. Ben, il faut les utiliser ensuite, hein, avec des personnes qui savent reconnaître dans les questionnaires, dans les dossiers de soins, utiliser ces termes, ces séquences ou ces rubriques pour pouvoir les mettre en œuvre
l'expérience patient, les bonnes et les mauvaises, afin de pouvoir améliorer la qualité des soins et donc améliorer les plans d'action d'amélioration qui seront ensuite évalués par la certification. Et ce qui est intéressant, donc là, effectivement, Maric nous a présenté comment, en fait, dans la certification est positionnée l'expérience patient. Et c'est vrai que d'un point de vue un peu plus sociologique, parce qu'on reviendra ensuite sur ce que dit Maric et qui est essentiel dans la compréhension de l'expérience patient au quotidien et dans comment un médecin peut vivre cette expérience patient et l'utiliser. Juste pour resituer un petit peu, d'un point de vue du coup sociologique, on est passé davantage donc d'un modèle, on va dire, paternaliste à un modèle participatif, hein, que ce soit dans les évaluations des établissements, ce que vous venez de voir avec Maric, ou dans l'identification d'une expertise patiente à différents niveaux. Et on retrouve ici, dans ce modèle donc, de Montréal que vous connaissez certainement, le croisement de ces différents niveaux avec d'un côté la mobilisation d'une expérience du patient sur différents plans, ce que vous voyez à gauche. Et le plan qui nous intéresse, eh bien nous, c'est le plan des soins. Alors pourquoi on vous montre ce modèle? Parce que dans ce tableau, on fait référence ici à la partie qui concerne la consultation. C'est-à-dire que dans la consultation, donc dans ce webinaire-là, on va faire une focale sur l'expérience du patient et en quoi la prise en compte justement de cette expérience-là, eh bien, elle permet de favoriser ou d'améliorer en tout cas l'efficacité de la prise en charge. Donc, nous, on s'est centré avec Maric à se dire, bah voilà, on va proposer d'amener une réflexion sur l'intérêt de l'expérience patient dans la détection, dans l'aide au diagnostic, voilà, des événements indésirables. Donc, la question qui se pose ici, c'est finalement en quoi le récit de l'expérience patient peut faciliter eh bien, la prévention, la détection des événements indésirables et d'améliorer la qualité et la sécurité des soins. Alors pour ça, on sait, et Maric en parlera mieux que moi, dans, on va dire, une pratique standard, une pratique clinique standard, eh bien, le raisonnement médical, il s'établit sur un questionnement du médecin vers le patient qui permet d'établir un diagnostic. Hein, voilà. Alors, ce questionnement, il est plutôt directif et il laisse peu de place finalement au récit du patient. Et donc, comment en fait le récit, comment on peut ouvrir, comment le médecin peut ouvrir le récit du patient pour favoriser l'expression des symptômes. Donc, c'est cette notion d'expérience patient qu'on aborde ici. Alors, elle n'est pas fondée ici sur le principe justement de l'éducation thérapeutique ou du modèle de Montréal qui vise à considérer que finalement l'expérience patient, c'est l'acquisition ou le résultat de compétences que le patient acquiert au fur et à mesure du contact avec le milieu soignant. Ici, on considère que finalement, l'expérience patient, c'est le résultat d'une interaction entre le patient et le soignant. Voilà. Et on s'attache à mieux comprendre en fait ce processus de co-construction du diagnostic. C'est en ce sens qu'on a voulu reprendre et qu'on s'est basé sur la définition de l'Institut français de l'expérience patient pour établir ce webinaire. En fait, c'est une définition qui permet un échange d'informations continu entre le médecin et le soignant et le milieu médical, et c'est ce qui est très important de comprendre pour pouvoir aller chercher ces symptômes au quotidien. Maric en parlera mieux que moi. Donc, au-delà des méthodes, effectivement, que vous avez pu voir, des méthodes de recueil de l'expérience patient classique, ces PROMS, des PROMS, etc., eh bien, on peut se poser la question de comment la relation des soignants, eh bien, elle peut être propice au fait de faciliter l'expression des symptômes chez les patients. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, je vais interroger donc Maric, ma collègue, qui est médecin, pour témoigner sur la façon dont elle se sert des récits de patients et dans la façon dont elle s'appuie sur l'équipe pour repérer et prévenir des événements indésirables. Donc, Maric, effectivement, les thématiques ici sur lesquelles on peut discuter, eh bien, c'est ici comment en fait comment tu vas et la manière dont tu organises finalement la consultation pour laisser une place au récit de patient,
comment tu traites ce récit pour élaborer un diagnostic donc, des situations complexes que tu rencontres et comment tu prends en compte la circulation des informations entre les professionnels pour justement te permettre de réduire ces événements indésirables. Je te laisse la parole. Alors, quelle que soit déjà la spécialité ou comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, la profession professionnelle de santé ou non, au sein d'un établissement ou au cours de la prise en charge en soins primaires, chacun peut tout à fait mettre en place cette prise en charge, c'est-à-dire organiser et prendre en compte l'expérience patient. C'est un état d'esprit et effectivement une organisation de la prise en charge, qu'elle soit donc au cours d'une consultation, d'une hospitalisation, d'un transport d'un endroit à un autre, ou du passage dans une chambre, par exemple, ou dans un cabinet de consultation, au cours voilà, d'un soin pour une infirmière ou une aide-soignante, par exemple, ou un radiologue, voire un manipulateur radio, etc. etc. Enfin, je crois que toutes les personnes sont concernées. Alors, comment, effectivement, on est souvent devant des patients assez complexes, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus, hein, au cours de la prise en charge en soins actuellement, on a des patients polypathologiques, quel que soit leur âge, avec un handicap pas constant mais fréquent, que ce soit un handicap pour s'exprimer, pour comprendre, pour pouvoir se mouvoir. Et donc, dans toutes les circonstances, il va falloir mettre en place une technique, adapter son discours, adapter son écoute à la possibilité d'expression du patient et effectivement, en fonction de ce qu'il a déjà vécu comme prise en charge, il va être plus ou moins loquace et donc il est important de pouvoir guider sa prise en charge par un comportement, une attitude assez ouverte, compréhensive et des questions adaptées à son discours, à son langage. Hein. Comme vous le voyez, il y a des enfants, il y a des adultes, des personnes qui peuvent être plus ou moins âgées. Et donc, il est voilà, important, déjà de s'adapter, d'avoir une attitude suffisamment ouverte, même si effectivement on a un délai contraint, puisqu'on sait tous que quelle que soit la prise en charge dans n'importe quel service, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel cabinet, nous sommes tous contraints par le temps et la charge de travail du fait de la tension dans le système de soins actuel. Ce qui est important, effectivement, c'est de saisir les alertes que nous transmet le malade, d'une part par son aspect, sa présentation physique, hein, rien que quand il rentre dans le cabinet, s'il rentre en marchant ou non, s'il boite, si son visage a les traits tirés, la couleur de sa peau, etc., etc., peut être une indication. Et puis lorsqu'il va s'installer pour s'asseoir ou se mettre dans son lit, ou bien son attitude dans son lit, tout aura une importance. Donc, il y a le langage verbal et non verbal, et on peut être amené, effectivement, à orienter ces questions en fonction de ce langage non verbal, ou au fait que, par exemple, le patient reste mutique, ou qu'il soit au contraire très expressif pour libérer parfois son anxiété et ne pas forcément répondre aux questions que nous souhaitons, sur lesquelles nous souhaitons l'interroger et orienter les réponses. Donc, il y a différents moments d'échange, différents niveaux de communication. Et il est aussi important, parce qu'on travaille en équipe, hein, même si on est seul dans son cabinet de consultation, même si on est seul au moment où on prend en charge le patient, il est important de pouvoir faire un lien avec toutes les autres personnes, que ce soit l'accompagnant du patient s'il est venu accompagner, que ce soit sa famille s'il en a une qui vit avec lui, ou ses enfants, même s'ils sont à distance lorsque c'est une personne âgée, que ce soit les aides à domicile qui viennent à la maison, ou les infirmières libérales, ou les infirmières du service s'il est hospitalisé, les pompiers qui l'ont transporté, qui ont peut-être vu son milieu de vie, hein, son environnement, et la façon dont il était installé quand ils l'ont pris en charge en situation d'urgence, les relations avec les personnes au domicile ou le voisinage. Donc, tout élément est extrêmement important.
Et puis ensuite, eh bien sûr, on fait sa consultation. Et au cours de la consultation, au cours de la rencontre du patient, eh bien, on va avoir des questions, des échanges, ce que le patient va dire ou la personne qui l'accompagne. Et bien sûr, nous, en tant que médecin ou en tant que professionnel de soins, on va avoir des questions particulières. Est-ce que vous avez eu mal depuis qu'on s'est vu la dernière fois? Est-ce que vous avez eu de la fièvre, des sueurs? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez mangé? Des questions très simples qui sont des échanges que l'on peut avoir, que n'importe quel professionnel ou n'importe quelle personne accompagnant le patient peut avoir ou auquel il peut répondre. Et puis, bien sûr, des questions plus spécifiques qui vont dépendre du traitement qu'on lui a prescrit et donc des effets secondaires que ce traitement peut donner. Par exemple, si le patient a eu une chimiothérapie, eh bien, on va se poser la question des effets indésirables de cette chimiothérapie en termes d'immunosuppression, donc de baisse des globules, de risque d'infection, des risques autres sur le rein, le foie, etc., sur les douleurs, puisque certaines chimiothérapies vont induire des douleurs. Si vous avez donné des anti-inflammatoires, vous allez vous interroger sur les douleurs à l'estomac, les saignements digestifs, l'insuffisance rénale, s'il y a eu une surveillance rénale pour des risques particuliers, et puis les risques infectieux, puisqu'on sait maintenant que les anti-inflammatoires sont très à risque de favoriser la survenue d'infections. Bref, vous allez, au cours de votre prise en charge, quel que soit votre métier, votre fonction, votre activité, orienter les questions, le dialogue avec le patient ou l'examen clinique en fonction de ce que vous surveillez. Mais tout autre élément, alors bien sûr, moi je fais de la médecine interne, donc j'ai tendance à voir les patients dans leur globalité, mais il n'empêche que quand on est orthopédiste, qu'on est radiologue, que l'on est psychiatre, on va avoir aussi un regard un peu global sur l'attitude du patient et on peut avoir un échange avec lui, les questions-réponses et orienter le patient en fonction de sa problématique. Si elle ne dépend pas de nous, lui donner un conseil pour qu'il puisse éventuellement s'adresser à un autre professionnel de santé qui sera plus adapté. Si par exemple il a des douleurs abdominales et que vous êtes psychiatre, effectivement c'est pas forcément votre domaine, donc vous allez l'adresser à son médecin généraliste, par exemple. Donc le parcours de soins est en soi à interroger aussi au cours de la consultation ou de l'hospitalisation, savoir ce qui s'est passé avant et pendant et après. C'est une continuité. La personne, elle ne vient pas vous voir juste une fois comme une goutte d'eau qui tombe dans un verre. C'est un ensemble. On prend en charge le contenu, le contenant et tout l'environnement. Donc, il est extrêmement important de savoir effectivement interroger toutes les problématiques. Donc, il y a certains questionnaires, PROMS, PRUMS ou ISATIS, qui vont s'intéresser à des éléments particuliers, bien ciblés. Par exemple, les PROMS et les PREMS ont été testés en premier en chirurgie, dans la chirurgie orthopédique, la chirurgie digestive, la chirurgie oncologique. Ce sont des questions assez fermées ou qui évaluent d'un niveau de 0 à 10. Lorsque l'on s'interroge sur les événements indésirables, il faut effectivement modifier un petit peu les questionnements, les questionnaires, si on veut partir sur un mode questionnaire pour pouvoir faire ensuite des analyses plus globales, générales et statistiques et les utiliser. Tout dépend dans l'établissement ou dans le cabinet médical de la forme de recueil du logiciel qui est utilisé, mais il faut savoir qu'il existe des questionnaires qui peuvent être appliqués sur les dossiers médicaux en ne retenant que certains items concernant, par exemple, la douleur, l'appétit, les saignements, les effets secondaires biologiques. Et qui vont se concentrer en fonction de votre activité sur les événements indésirables les plus fréquents, les plus évitables et donc pour lesquels on peut, grâce à l'expérience patient, proposer des actions pour les éviter. Donc, tous les moyens peuvent être mis en œuvre. Et donc là, je vous prenais l'image de soins intensifs et de réanimation, parce qu'en réanimation, il faut savoir que cette expérience patient, elle est recueillie depuis longtemps. Elle a été, objectivement mesurée d'une meilleure manière par les consultations post-réanimation qui existent maintenant depuis plus de 10 ans, largement, et par le tableau de bord ou alors le journal de bord des patients hospitalisés en réanimation, puisque souvent les patients en réanimation n'ont pas leur état de conscience optimal, et donc ils vont ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Et donc chaque personne qui entre dans la chambre a la possibilité d'écrire
les éléments qu'il va faire ou qu'il peut faire ou qu'il voit, qu'il objective au moment de son passage dans la chambre du patient. Et ça permet ensuite au patient de se reconstruire l'expérience qu'il n'a pas pu vivre en direct ou alors de la corriger, puisque, comme je l'évoquerai à propos d'un ouvrage qu'a écrit Philippe Labro, on peut avoir des modifications des sens en réanimation à cause des médicaments, de la perte de l'orientation, du rythme nictéméral, et donc avoir une réalité modifiée, des cauchemars très très importants qui constituent le syndrome post-traumatique de post-réanimation. Et grâce à ce journal de bord, grâce à cette expérience patient qui a été mise en place et qui permet aux patients de reconstruire leur hospitalisation et de comprendre tout ce qui s'est passé, eh bien, on diminue les effets indésirables en lien avec la réanimation. Et donc ça, c'est quelque chose de très important puisque les patients qui survivent de la réanimation, ce sont toujours des patients qui ont été traumatisés, quelle que soit la pathologie pour laquelle ils ont été hospitalisés, et ça les aide à diminuer ce traumatisme et à pouvoir repartir de l'avant. Alors, on a été très frappé par la pandémie Covid et toutes les hospitalisations qui ont été consécutives à cette infection, des hospitalisations prolongées avec parfois un déficit important au décours. Mais il faut savoir que toutes les pathologies qui sont admises en réanimation, ou même tout patient hospitalisé, peut avoir un syndrome lié à l'hospitalisation, à cette prise en charge en soins. Et donc, prendre en compte son expérience patient et reconstruire avec lui réexpliquer ce qui s'est passé, ça permet de diminuer les effets indésirables liés à l'hospitalisation et diminuer les effets objectifs, mais aussi les plaintes, les réclamations, etc. Parce que plus le patient comprend ce qui s'est passé, et moins il aura de sujets de discorde avec l'hôpital ou les établissements de soins, quels qu'ils soient. Ce que je comprends, Marie, là, c'est que en fait, il y a une vigilance et une alerte permanente vis-à-vis des symptômes des patients, où qu'ils soient, et peu importe avec qui ils vont parler finalement. L'idée, c'est que, et tu complètes, hein, si je vais dans ton sens là, mais c'est que l'expérience patient dont tu parles, finalement, elle est partout, et il faut avoir une vigilance à la recherche de ces symptômes. Alors oui, en fait, le patient la délivre très souvent spontanément. Je vais vous donner un exemple. Euh, C'était un patient donc hospitalisé depuis 48 heures. Il venait des urgences pour un saignement digestif important. Le saignement s'était tari, toute l'équipe était plutôt rassurée parce que il y avait plus d'hémorragie et que il était stabilisé. Et puis tout d'un coup, on entend un hurlement vraiment extrêmement impressionnant. Hein. Moi, j'étais à quelques mètres de là, assise à un bureau en train de saisir une observation, et donc je me suis rapidement rendue dans la chambre du patient pour savoir ce qui se passait. Et en fait, il présentait une complication de son cathéter veineux périphérique qui était en train de s'abséder. Et en fait, il y avait une progression de l'inflammation extrêmement importante et un gonflement de son avant-bras extrêmement douloureux. Et donc, il m'a tout de suite dit, enfin voilà, son expérience était, il hurlait de douleur en fait, et donc il m'a montré cet avant-bras. Donc, on a pu mettre en place les soins nécessaires rapides pour permettre la sédation de la douleur et la prise en charge de la cause. Et suite à ça, on a fait un certain nombre on a analysé les causes de cette douleur qui était quand même très très surprenante, et on s'est rendu compte qu'en analysant les différentes poses de cathéter dans ce service et dans certains autres services de l'établissement, il y avait des complications pour les patients qui avaient eu des angioscanners sur les cathéters périphériques simples mis en place aux urgences, parce qu'en fait, le débit de la pompe de produits de contraste iodé sur ces cathéters n'était pas approprié, elle était trop importante, et donc elle disséquait les vaisseaux sur lesquels qui étaient perfusés par ce cathéter. Donc, on a modifié le protocole de prise en charge de perfusion par angioscanner en modifiant le calibre des cathéters et la vitesse de la pompe à perfusion. Et donc, on a diminué très nettement les complications en lien avec les cathéters. Et ça a pu être objectivé ensuite par le DIM, le département d'information médicale, qui a démontré qu'il y avait une régression très nette du nombre de complications de thrombose et d'infection sur cathéter suite à cette modification de protocole. Et donc, cela est parti au départ d'une expérience patient, un patient qui s'est plaint d'une douleur
extrêmement importante qu'on a su prendre en compte, non seulement bien sûr en soulageant la douleur, mais aussi en cherchant la cause et en faisant une analyse poussée pour rechercher la complication. Voilà, pas seulement enlever le cathéter et puis trouver un autre site de perfusion, mais analyser la cause de cette complication. D'accord. Alors, en santé mentale, hein, il y a de nombreuses activités qui ont débuté donc il y a maintenant presque 10 ans, mais qui se poursuivent, hein, puisqu'en fait, le recueil de l'expérience patient en santé mentale, ça a permis et ça permet toujours hein, d'améliorer d'une part l'observance thérapeutique, la meilleure compréhension des patients dans leur vie quotidienne, hein, que ce soit au cours de leur prise en charge en milieu hospitalier, en ambulatoire, parce que c'est le cas maintenant le plus fréquent, dans leur possibilité d'adaptation à la vie au travail, à la vie en société, etc. Et aux effets secondaires, hein, là aussi, qu'ils rapportent, c'est-à-dire que les patients sous psychotropes ont beaucoup d'effets secondaires. Ils ont d'ailleurs une espérance de vie qui est diminuée par rapport à la mortalité globale en France, enfin, et même en Europe et dans les pays anglo-saxons en général. Alors bien sûr, c'est lié à une difficulté d'accès aux soins en lien avec la maladie psychique, mais aussi, ça a bien été mis en évidence avec la consommation de psychotropes pour lequel les effets secondaires ne sont pas toujours ou n'étaient pas toujours bien évalués et pris en compte, à savoir les effets digestifs, les effets de sédation et de modification du comportement, les effets cardiovasculaires également, qui sont tout à fait décrits pour les neuroleptiques, par exemple. Et donc, la prise en compte des incidents, hein, des alertes que font les patients auprès de leurs professionnels de santé, quels qu'ils soient, sont extrêmement importants pour mieux adapter leur prise en charge globale, que ce soit l'hygiène de vie avec l'activité physique adaptée, l'alimentation, et puis la dose de médicaments, leur répartition dans la journée, la surveillance au long cours, qu'elle soit cardiovasculaire, neurologique, etc. Alors, je ne sais pas si tu peux compléter là-dessus, Marik. Alors, la problématique dans l'expérience patient, c'est que très souvent, ils sont capables de nous dire, soit de nous donner des alertes sur effectivement les comportements à risque, par exemple l'automédication par anti-inflammatoire non stéroïdien, hein, qui est aujourd'hui un vrai problème de santé publique du fait du nombre d'événements indésirables en lien avec cette consommation et des risques de complications, qu'elles soient hémorragiques, infectieuses ou autres. Et donc, il faut savoir donner suffisamment d'explications, d'informations aux patients lorsqu'on lui prescrit un traitement sur le fait de lui en prescrire ou non, hein, parce que des fois, on peut effectivement, et c'est une bonne chose de ne pas lui prescrire de médicaments, mais voilà, l'informer des risques. Attention, vous prenez ce type de médicament, attention aux risques qu'induit ce médicament, les risques hémorragiques, les risques infectieux, les risques sur le rein. Vous prenez des somnifères, attention au risque de dépendance, au risque de sédation, de conduite le lendemain, de difficultés à vous réveiller, ou difficultés respiratoires pour les personnes qui ont des apnées du sommeil, par exemple. Donc, chaque fois qu'on prescrit un médicament, il est extrêmement important de prévenir sur les événements indésirables qui existent en lien avec ce médicament ou avec les interactions. Et quand le patient n'a pas de médicament, mais qu'il prend des médicaments en automédication, donc savoir le questionner sur ce qu'il prend en automédication, y compris si ce sont des plantes dites pharmaceutiques ou autres, puisque certaines plantes peuvent être dangereuses en association avec les médicaments ou bien seules. Et puis, parfois, on est amené à effectivement annoncer un événement indésirable, ce qu'on appelle un dommage associé aux soins à une famille, quand le patient décède ou qu'il est en réanimation du fait de l'événement indésirable. Et ça aussi, c'est une étape dans l'activité des soignants et des non-soignants, hein, savoir annoncer un événement indésirable, un dommage, c'est très compliqué pour tout le monde parce qu'il faut savoir reconnaître ce qui s'est passé, savoir l'analyser et comment le présenter, comment l'annoncer. On va mettre en place des moyens pour pas qu'il y ait de telles catastrophes qui se reproduisent. Et puis, il faut faire face au drame qui se joue, c'est-à-dire qu'on annonce qu'effectivement quelque chose en lien avec les soins s'est mal passé et que la personne risque de ne pas s'en remettre. Et les familles ou les proches sont
extrêmement affectés de cette situation, hein, ils sont bouleversés, effondrés ou revendicateurs. Et donc, dans ces situations, il faut savoir apporter le bon, enfin voilà, l'explication la plus posée possible, la plus simple aussi, et puis y revenir ensuite une fois qu'on a fait l'analyse des causes. Il est préférable de ne pas y aller seul, hein, et au moins 2 soignants et si possible si c'est possible, une personne de l'administration également, pour pouvoir effectivement, d'une part, affronter la difficulté, le traumatisme que chacun va vivre, les soignants et la famille, ou le patient, hein, puisque parfois c'est le patient à qui on va l'annoncer directement. Et puis surtout qu'il y ait ensuite des mesures et des actions qui soient mises en œuvre en fonction de cet événement et qui puissent être portées par tous et pas seulement par les soignants qui étaient là ce jour-là. Puisque parfois, on a ce qu'on appelle des secondes victimes, hein, c'est-à-dire que la victime principale, bien sûr, c'est le patient et sa famille, mais il y a aussi les victimes que sont les soignants qui ne sont pas forcément soutenus, accompagnés comme il le faudrait après un événement indésirable grave, pour lequel il n'y a pas d'action mise en place et qui, du coup, vont encaisser, hein, vont supporter cette situation pendant des semaines, des mois et de façon répétée, et qui finalement vont faire partie de ces personnes qui vont s'effondrer et ne pas s'en remettre parce qu'on n'a pas su les prendre en compte. Donc l'expérience patient, c'est aussi savoir prendre en compte l'expérience des soignants et le retentissement. Alors justement, Marie, par rapport aux soignants et à l'équipe pluriprofessionnelle, comment toi, dans ta pratique, tu prends en compte les informations qui proviennent d'autres professionnels? Comment tu fais pour aller chercher des informations que les patients ont pu donner à tel ou tel professionnel pour que, en fait, il y ait une alerte, par exemple, sur un événement indésirable qui pourrait se produire, par exemple? Alors, c'est un travail d'équipe, hein. Je pense que même quand on est en consultation, alors moi j'ai actuellement une consultation donc dans un bureau de consultation et je suis seule la plupart du temps, mais il y a toujours un secrétariat, il y a toujours des infirmières au sein de l'hôpital, il y a toujours des collègues également dans les services, que ce soit médecin ou non médecin. Et donc, il est très important d'assurer un lien entre chacun d'entre nous, à savoir que effectivement le patient il va se confier à nous pour certains points, mais pas tous, et donc il faut savoir aller auprès de l'infirmière, auprès de la secrétaire, auprès des collègues, soit en discutant avec eux par mail, hein, parce qu'on est souvent tous en même temps occupés. Et les infirmières et les secrétaires, si elles sont proches, pour aller les discuter avec elles ou alors échanger au moment d'une brève pause, par exemple, ou en allant chercher un dossier, ou en allant prescrire un bilan et en disant ben là, écoute, j'ai trouvé que elle était particulièrement douloureuse à ce niveau. Est-ce que toi, tu peux de ton côté lui poser des questions, mesurer la douleur, évaluer par exemple la tension, la reprendre, rester un petit moment pour échanger avec un patient avec qui vous aurez eu un contact, mais qui n'a pas été total, complet, qui ne vous a pas paru satisfaisant et qui pourra être complété et amélioré par un autre collègue d'une autre spécialité ou d'une autre compétence qui pourra compléter cette prise en charge. Parce que parfois, hein, les patients, parce que vous êtes médecin en blouse blanche, ils vont avoir du mal à vous parler. Parce que vous êtes le docteur, ils ne vous parlent pas non plus, ou alors ce sont des patients qui vont parler de façon extrêmement rapide et qui vont donner beaucoup d'informations, mais pas forcément celles dont vous auriez le plus besoin au moment de la consultation. Donc c'est pour ça qu'il est important de reconstruire le parcours du patient et d'avoir étape par étape le recueil des différentes personnes. Alors, avec les logiciels médicaux, tout comme on avait avant des dossiers papier, on a en général des zones où il y a les transmissions ciblées, où il y a des commentaires qui ne vont pas être forcément dans le courrier du patient, mais des zones de commentaires qui restent au sein du dossier médical de l'établissement. Ou bien on a des échanges mails, voire même SMS parfois, qui nous permettent d'avoir des éléments, ou des fax, etc., des éléments qui vont permettre d'amener un élément supplémentaire pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Si je peux vous relater comme cela l'expérience d'un patient que l'on a donc un des patients que l'on a interviewé avant ce webinaire,
et qui me rappelait une période, effectivement, où on passait dans les chambres des patients en grande pompe avec tous les... voilà, il y avait le chef de service, le deuxième professeur, le troisième, les 4 PH, les 2 internes, etc. On était toute une cour, hein, en fait, dans la chambre, et donc il était évidemment très impressionnant pour le patient et très difficile de s'exprimer devant toutes ces personnes. Et donc, là, le patient me rappelait que la première fois qu'il m'avait vu, c'était dans ce contexte et que c'est sûr qu'il n'avait pas du tout, parlé, hein, il avait écouté, il n'avait pas compris grand-chose parce qu'on utilisait un langage absolument technique et pas du tout, enfin voilà, on se mettait pas du tout à sa portée et que finalement, c'était quand il m'avait vu dans le couloir après, alors que j'étais en civil, parce que voilà, c'était le soir tard et que je rentrais chez moi. Et donc là, il avait pu en fait m'exprimer des choses qu'il n'avait pas du tout pu exprimer quand j'étais venue dans la chambre avec l'ensemble des collègues. Donc il y a aussi voilà, certains moments qui vont être privilégiés pour les patients, qui seront dans lesquels ils vont plus facilement se confier. Parce que on n'a plus la, entre guillemets, la tenue d'apparat, hein, ou la tenue technique qui fait qu'on crée un mur, un réel mur qui empêche la parole de circuler de façon libre et simple en fait. Tout à fait. Donc effectivement, par rapport à ça, on est allé avec Marik. Alors, on voulait que ces personnes soient présentes aujourd'hui avec nous, et puis, eh bien, pour des raisons personnelles, ces personnes-là n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Par contre, elles étaient très, très, oui, elles avaient très envie de nous partager et de participer en fait à l'élaboration de ce webinaire. Donc, on est allé pour chercher en fait l'expérience du patient. Et ben, on a choisi d'orienter des questionnements sur les thématiques en fait qui permettent de savoir un petit peu comment les patients vivent les consultations et quelle est la place qu'ils ont l'impression d'avoir. Et est-ce que dans les consultations médicales, est-ce que eh bien, ils ont eu des expériences positives ou négatives d'écoute de médecins. Voilà, donc Marie a interrogé un patient tout à l'heure sur cette thématique-là. Est-ce que sur ces 3 thématiques-là qui étaient en fait finalement eh ben, l'écoute du médecin par rapport aux symptômes, la relation avec l'ensemble des professionnels et puis la relation médecin-patient, est-ce que c'est un élément déclencheur dans la collaboration d'un parcours de soins? Est-ce que Marie, ce patient, a pu s'exprimer un petit peu sur ces thématiques-là? Alors, l'une des expériences hein, qu'il m'a rapporté, c'est justement l'histoire que je viens de vous citer, hein, avec la grande visite médicale hospitalière, enfin pas que médicale d'ailleurs, parce qu'il y a aussi les infirmières, le cadre de santé, enfin qu'on appelait la surveillante à l'époque, et au fait que voilà, quand on est un mur de soignants en blanc, c'est très compliqué que pour lui finalement. Le fait déjà d'être malade, hospitalisé, c'était extrêmement compliqué parce qu'il se sentait diminué, handicapé par rapport à toutes les personnes qui étaient en face de lui, et que finalement, il n'était pas possible de créer un dialogue et une collaboration pour lui avec des personnes qui se présentaient comme ça, debout en blanc devant son lit. Et donc, voilà, il m'a bien rapporté. Et la personne qui vit avec lui, qui est son aidante, m'a rapporté également, et ça, je n'en avais pas le souvenir, que après, en consultation, lorsqu'il venait me voir, j'enlevais ma blouse au départ, première consultation, pour qu'il accepte. Pour qu'il accepte, pour qu'il accepte sa maladie et sa prise en charge en soins, parce que pour lui, le fait que de voir une personne en blanc, c'était un obstacle à la collaboration et à la prise en charge en soins. Et depuis, on a tous les deux évolué, donc j'ai pu remettre ma blouse et lui, il a progressivement accepté un certain nombre de choses. Mais on sait tous les deux que la collaboration existe, mais que la santé est fragile et la prise en charge en soins également.
Mais c'est une personne qui va alerter et qui sait bien qu'on a tous nos limites, autant ses soignants que lui-même, et qu'il sait dire, voilà, là, ça ne va pas, il s'est alerté, il nous envoie un message, quelle que soit la modalité, pour nous dire, là, ça ne va pas et j'arrête mon traitement. Donc, on sait que dans ces cas-là, il faut le voir rapidement pour qu'on puisse recréer un lien ensemble et tous ensemble le reprendre en charge. Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, il y a une gestion de l'incertitude du diagnostic, en tout cas de l'avancée de cette maladie, que vous affrontez ensemble côte à côte. Est-ce que la gestion de cette incertitude qui est vécue de façon très collaborative, comme tu peux le dire, est-ce qu'elle elle facilite le fait que ce patient-là puisse donner rapidement des symptômes et puisse éviter finalement le fait d'avoir des événements indésirables qui surviennent en fait? Alors, Est-ce tout que à la fait. gestion de cette incertitude commune permet ça? Alors, c'est vrai qu'en médecine interne, on a particulièrement souvent des patients pour lesquels on doit gérer cette incertitude qui est pénible, surtout pour eux, mais également bien sûr pour nous, puisque les diagnostics sont longs à établir, ce sont des maladies rares, donc on a peu de recul sur le plan scientifique sur les prises en charge et les traitements. Mais effectivement, des patients à qui on apprend et que l'on habitue à échanger avec nous, qui nous rapportent régulièrement leur expérience de patient, à qui on donne des coordonnées pour qu'ils puissent nous alerter, voilà, avec qui on crée un lien, en fait, ces personnes savent nous dire attention, là j'ai eu un saignement, attention, là je suis beaucoup plus essoufflée, je suis beaucoup plus fatiguée, j'ai eu une éruption cutanée, etc., etc. Donc ça permet d'améliorer la prise en charge globale voilà, du suivi des soins. Mais surtout, ça permet aussi, quand il y a un événement indésirable, de pouvoir le prendre en charge rapidement et donc arrêter les médicaments ou les modifier et permettre la conduite à tenir adaptée. D'accord. Oui, donc finalement, c'est cette gestion de l'incertitude ensemble qui fait que l'événement indésirable peut être évité. Voilà, J'entends par là, si par exemple le médecin, effectivement, il y a une incertitude, mais si ce médecin-là se débarrasse un petit peu de cette incertitude en n'écoutant pas forcément le patient, lui, ne va pas être dans des dispositions qui lui permettront de révéler tel ou tel symptôme, même si ces symptômes-là ne font pas partie de grilles qui sont déjà établies, avec lesquelles le médecin peut faire le diagnostic. Donc c'est l'ouverture du récit et cette collaboration côte à côte qui permet en fait un résultat d'amélioration de la qualité de la prise en charge finalement. Oui, c'est vraiment, en fait, quels que soient, j'allais dire, les symptômes, les signes, les traitements que le patient aura et le parcours de soins qu'il aura, je pense que il faut savoir écouter, entendre les alertes qu'il nous communique, même s'il ne le communique pas forcément comme une alerte, parce que effectivement, ce qu'a à dire le patient a son importance. Alors, on a d'anciens maîtres, enfin quand je dis d'anciens, c'est qu'ils sont partis à la retraite, qui nous disaient le patient il a toujours raison. Et effectivement, des fois on a une présentation, alors en médecine interne c'est peut-être plus vrai qu'ailleurs, une présentation un peu particulière, des patients qui sont en grande difficulté psychique et somatique. Donc c'est difficile il faut savoir interpréter les signes, enfin en tout cas les recueillir de façon objective. Mais voilà, il est très important de savoir cueillir ou recueillir les différents propos et puis après les transmettre, parce que parfois, effectivement, je parlais tout à l'heure des ambulanciers, des agents hospitaliers, des agents d'accueil. Ce ne sont pas des personnes en soins, mais qui peuvent tout à fait transmettre une alerte en disant attention. Cette personne m'a dit en s'enregistrant à l'hôpital qu'elle avait été violentée et qu'elle avait peur de donner son adresse parce qu'elle ne voulait pas qu'on la retrouve. Attention, cette personne, pour les agents hospitaliers qui vont dans les chambres, soit distribuer les repas, soit faire le ménage, etc., elle cache toute la nourriture dans sa table de nuit, mais elle mange rien du tout. Attention, cette personne, dès qu'il n'y a personne dans sa chambre, elle pleure, etc., etc. C'est-à-dire que tous les éléments tous les éléments d'alerte
qu'ils soient délivrés par n'importe qui, il faut les enregistrer. Alors bien sûr, on ne peut pas tout analyser dans tous les détails, etc. Il faut prioriser, mais c'est important. D'accord. Donc finalement, oui, finalement, qu'est-ce que finalement nous apprend l'expérience patient? Et Marie, tu compléteras évidemment cette conclusion. Qu'est-ce que nous apprend l'expérience patient dans une relation plus ou moins accomplie, on va dire, à l'égard du médecin? C'est le fait d'assumer l'incertitude qui est liée peut-être au temps long du diagnostic, avec une hypothèse du diagnostic qui est posée, un pronostic, des traitements, un soin qui ne se passe pas comme prévu, une décision médicale, mais qui n'a pas d'impact finalement sur une maladie en cours. J'ai comme exemple en tête une patiente qu'on a interrogée effectivement et qui a eu une ablation d'un organe et qui finalement, cette ablation n'a pas du tout servi à, eh bien, à résoudre la maladie en cours. Donc voilà, il y a cette incertitude qui est liée au temps. Et puis, le médecin et les patients vont devoir se coordonner aussi les uns avec les autres pour pouvoir accéder à des diagnostics qui soient un peu plus pertinents, il me semble, Marie, si je ne me trompe, avec des fois des patients, avec cet exemple toujours, cette patiente qui a dû elle-même coordonner les médecins les uns avec les autres parce que les médecins ne regardaient pas son dossier avant que cette patiente n'entre en consultation. Elle reconnaît aussi que un des médecins a eu des difficultés pour avoir des bilans, des rapports en fait de diagnostic à droite à gauche. Donc voilà, une coordination aussi qui doit se faire et qui n'est pas simple. Marie, qu'est-ce que tu veux conclure avec moi ce webinaire en complétant? Alors, effectivement, alors l'incertitude, c'est sûr qu'elle est plus ou moins présente et prolongée en fonction des spécialités. En médecine interne, malheureusement, je pense qu'on c'est probablement la spécialité médicale dans laquelle on bat tous les records. Et donc, gérer cette incertitude n'est pas simple, mais je crois que dans toutes les maladies, quoi qu'il arrive, il faut gérer l'incertitude, c'est-à-dire qu'un patient qui a été traité pour une tumeur maligne ou une maladie du sang, par exemple, effectivement, elle a la crainte que cela revienne et à chaque scanner, chaque PET scanner, chaque étape, elle va se poser la question est-ce qu'il y a une récidive ou pas. C'est la même chose pour beaucoup de maladies chroniques. Quand on va voir son néphrologue parce qu'on est insuffisance rénale et qu'on se demande s'il va nous dire est-ce que je pars en dialyse ou pas, etc., etc. La question est finalement partagée, même si les niveaux d'incertitude et le type n'est pas exactement le même. En tout cas, ce qui est essentiel, effectivement, c'est de pouvoir se coordonner les uns avec les autres. On a des filières de soins, un parcours de santé, des professions de santé, des patients, on est tous en difficulté. Et donc, si on se serre les coudes, je pense que si on prend tout ce que l'on peut pour se coordonner, être en cohésion, en collaboration positive, ça ne peut être que favorable à l'issue de chacun. Voilà, donc je suis à votre disposition pour en discuter en fonction de vos activités, parce qu'il est certain qu'un recueil d'expérience patient ne se fait pas de la même façon en psychiatrie, en EHPAD, en chirurgie. Et je voudrais saluer d'ailleurs l'expérience patient qui est prise en charge dans le cadre du parcours de soins du service du docteur Rivera en chirurgie vasculaire à Bayonne, nous avions fait un reportage en webinaire pendant la semaine sécurité patient qui est en direct sur la chaîne YouTube du CK qui peut être regardé en replay. C'est bien un service de chirurgie vasculaire qui prend en charge le patient avec l'expérience patient qui est évaluée de la toute première consultation à l'ensemble de la prise en charge coordonnée en milieu hospitalier et après sa sortie. Donc il y a un véritable exemple de ce recueil et de cette utilisation de l'expérience patient pour améliorer la qualité des soins. Voilà, donc je pense que vraiment dans tous les domaines, ça peut être utile et que nous faisons tous ce recueil d'expérience patient en permanence. Le tout, c'est de savoir comment l'utiliser pour pouvoir ensuite améliorer la qualité des soins et la prise en charge des patients et des soignants également. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Marie. Webinaire sera disponible en replay pour ceux qui n'ont pas pu y assister en partie ou totalement. On vous laisse 5 petites minutes si vous avez une ou deux questions à nous poser. En attendant, on vous proposait
hop, d'ici Maric proposer quelques lectures pour le côté culture. Maric? Voilà, donc Ouais. Yves Labro, vous connaissez probablement tous, un journaliste bien connu qui a traversé une grande épreuve en réanimation à la PHP, à Paris, l'assistante publique des hôpitaux de Paris. Il raconte cette traversée du service de réanimation, hein, tout son séjour, ce que lui y a vécu, ce qu'il y a ressenti et ce qu'il ressent en sortant. Et l'expérience que ses proches peuvent lui raconter, lui expliquer de tout ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment une expérience patient au cœur de la réanimation. Coralie Collier, qui est une jeune femme qui donc a une spondylarthrite ankylosante et qui donc a vécu une incertitude dans le cadre de sa prise en charge très prolongée, très douloureuse, qui maintenant est traitée et qui continue donc à écrire donc son premier ouvrage. Elle raconte son expérience patient vraiment au diagnostic et dans le cadre de la prise en charge initiale. Et puis maintenant, elle raconte heureusement d'autres histoires. Et Maïlis de Kerangal, alors il y a eu un film adapté de cet ouvrage qui a maintenant quelques années et alors c'est extrêmement poignant puisque c'est l'expérience de parents qui ont fait don du corps de leur enfant accidenté à des patients greffés en attente de greffe. Et donc, on a l'attente des greffés qui racontent leur attente, leur attente de soins et leur greffe. Et on a les parents qui font le don d'organes de leur enfant, qui racontent aussi cette période extrêmement douloureuse, qui n'est pas de l'expérience patient, mais qui est de l'expérience d'accompagnant de la fin de vie, puisque l'enfant est accidenté et non décédé au départ. Voilà, donc ce sont vraiment des expériences patients livrées brutes dans des ouvrages qui ne sont pas vraiment des romans, mais qui sont des vraies expériences et qui, je pense, ont marqué ma façon peut-être d'évoluer et de recueillir l'expérience patient au cours du temps. Merci beaucoup, Marie. Oui, ta façon qui est très pointilleuse d'aller chercher le symptôme et puis le dire du patient dans tous ses états, dans toutes ses étapes et pas uniquement dans ton moment de consultation. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage, Maric. Donc, on vous rappelle que donc une petite bibliographie qui, qui va avec. Vous aurez ce diaporama disponible sur le site du CK. On vous mettra également dans ce diaporama, j'ai noté le lien avec le service de Rivera, puisque Maric l'a évoqué. Voilà, donc vous aurez un lien dans ce diaporama vers cette expérience patient apparemment très porteuse. On vous remercie beaucoup donc, de votre attention. Juste pour faire un petit peu de pub, là, on vous signale juste qu'il y a un webinaire donc, ce soir à 17h donné par l'Institut français de l'expérience patient. Et puis, l'ANAP, donc jeudi, propose également un webinaire sur l'expérience patient et usager. Voilà, donc on vous met ça ici. On vous remercie pour votre écoute. Visiblement, pas de questions, mais rien ne vous empêche de revenir vers nous par mail. Comme Marie le signalait, on sera très ravis d'échanger avec vous plus longuement sur ce sujet-là. On remercie également les patients qui ont participé à cette recherche d'expérience qu'on a eue avec eux justement et qui ont vraiment participé de bon cœur à ce recueil de témoignages. Voilà, donc on vous remercie beaucoup, on vous souhaite une très très bonne après-midi et on vous dit certainement à bientôt. Merci beaucoup Maric également. Au revoir. Au revoir, merci.